Chers collègues, nous allons commencer. Voilà. Merci à Jean Sol. J'allais lui demander de fermer la porte. Très bien. Bien. Nous allons commencer notre première audition car nous avons une matinée chargée. Comme nous aurons une semaine chargée en séance. Donc, nous entendons à présent M. Thomas Fatoum, directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, la CNAM, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. J'indique que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat et disponible en vidéo à la demande. Principal bénéficiaire des mesures en recettes, le solde de la branche maladie reste dégradé sans que se dessinent à ce stade les mesures du redressement radical que dessine pourtant la loi de programmation des finances publiques pour les années à venir. La branche reste l'un des enjeux majeurs pour les comptes sociaux. Je remercie par avance les intervenants pour la concision de leurs propos. Nous disposons d'1h30 avant de passer à la suite de notre ordre du jour. Et je vous passe tout de suite la parole, Monsieur le Directeur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vais donc faire un propos liminaire, moi aussi, relativement resserré. Vous l'avez évoqué, le projet de loi de financement de la sécurité sociale présente évidemment une trajectoire financière, notamment de l'assurance maladie, et donc une prévision de déficit pour 2023, peut-être saluée, même si évidemment ce déficit reste significatif, puisque un peu supérieur à 6 milliards d'euros dans les prévisions du gouvernement. Néanmoins, une très nette amélioration par rapport au déficit historique de l'assurance maladie de 2020, 2021 et 2022, sous l'effet à la fois d'un ralentissement très fort, évidemment, des dépenses Covid prévisionnelles, on y reviendra peut-être, et puis de recettes qui sont dynamiques, même si une partie de l'explication de ce dynamisme des recettes provient de l'inflation qui soutient évidemment la masse salariale, principale recette de l'assurance maladie. Ce bon résultat, en tout cas ce résultat en nette amélioration, est également soutenu par un transfert en provenance de la branche famille, puisque le projet de loi de financement prévoit l'affectation de 2 milliards d'euros à la branche maladie au travers de la prise en charge financière des IJ maternité post-accouchement, en précisant que ça n'est bien qu'une prise en charge financière, donc sans aucun changement sur à la fois la gestion de ces indemnités maternité et évidemment pour les assurés concernés. Peut-être sur ce propos liminaire, je vais m'en tenir à souligner un certain nombre de mesures qui me semblent importantes et qui, pour un certain nombre d'entre elles, rejoignent d'ailleurs soit des propositions que l'assurance maladie avait réalisées dans son rapport chargé produit du mois de juillet, soit différentes initiatives qu'elle avait pu prendre là aussi ces dernières années. D'abord, commencer par la prévention, pour souligner l'importance d'un certain nombre de mesures portées par ce projet de loi, extension des compétences vaccinales d'un certain nombre de professions, et là, dans la continuité de ce qui a été fait pendant le Covid et de ce que l'assurance maladie a signé avec les pharmaciens au début de l'année, avec les infirmiers au mois de juillet. Généralisation de ce que nous appelons dans notre jargon, pardon de le dire comme ça, au labo sans ordo, c'est-à-dire la simplification de dépistage de biologie pour certaines infections. Et puis évidemment, une mesure clé de ce PLFSS, la mise en place des rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie, mesure dans laquelle évidemment l'assurance maladie s'être s'impliquer pour contribuer au succès de ces bilans de prévention et en tout cas mobiliser le réseau, ces systèmes d'information pour expliquer, informer, accompagner, aller vers les populations éligibles à ces bilans de prévention. Deuxième paquet, si j'ose dire, qui me semble là aussi important
différentes mesures qui ont trait à l'accès aux soins, dans un contexte évidemment marqué par les tensions sur les ressources du système de santé en termes de ressources humaines et à la veille, si j'ose dire, du lancement de la négociation conventionnelle entre les médecins et l'assurance maladie, évoquer, on y reviendra sans doute, la rénovation de l'avis conventionnel porté par l'article 22, le dispositif de 4e année de médecine générale que le Sénat connaît bien, le dispositif de simplification des aides à l'installation qui est également porté par ce texte. En tous les cas, s'agissant de la rénovation de l'avis conventionnel, la simplification notamment des modes de négociation des accords pluriprofessionnels, ça semble un peu secondaire, mais en réalité c'est assez déterminant si nous voulons continuer, accélérer à l'accompagnement de ces structures d'exercice coordonné, maisons de santé pluridisciplinaires, communautés professionnelles territoriales de santé, équipes de soins. Et donc cet article 22 devrait nous y aider. Troisième volet, en tous les cas, si on essaye de prendre les principales mesures, ce PLFSS reprend un certain nombre de propositions du rapport chargé-produit autour de l'encadrement de la téléconsultation, qui, là aussi, alors pour le coup, rejoint directement 2 propositions que nous avions faites dans chargé-produit de juillet. D'une part, donner un statut aux offreurs de téléconsultation, et notamment ceux qui emploient directement des professions notamment médicales, qui aujourd'hui se sont construits autour de centres de santé et dans un environnement qui n'est pas complètement satisfaisant pour encadrer cette activité. Donc ça nous semble utile qu'il y ait un cahier des charges qui maintenant se construise autour de cette activité d'offreur de télémédecine. Et puis, une mesure autour de l'encadrement de la prescription d'arrêt de travail pour supprimer le remboursement de ces prescriptions d'arrêt de travail en téléconsultation lorsque le médecin prescripteur n'est pas le médecin traitant. Voilà sur ce 3e volet. 4e volet, évidemment, le projet de loi de financement porte un certain nombre de mesures d'économie ou de régulation tarifaire. Là aussi, en lien avec des propositions que l'assurance maladie a faites à l'été, d'une part s'agissant du secteur de la biologie, où nous avions identifié, au-delà même de la très forte augmentation du chiffre d'affaires de la biologie médicale liée au Covid, une très forte augmentation de la rentabilité de ce secteur à la faveur de la concentration qu'il a vécue les 10 dernières années, et ce qui a justifié de notre côté des propositions d'ajustement tarifaire que le gouvernement a repris dans ce projet de loi de financement avec un objectif d'économie de 250 millions d'euros en 2023. Et puis, une mesure, là, plus de transparence sur les forfaits techniques de radiologie qui devrait aussi, quelque part, permettre, avec la profession, je le dis d'ailleurs fortement, et c'est la même chose pour les biologistes, puisque nous avons engagé cette semaine officiellement les négociations tarifaires, de discuter également avec les radiologues sur le contenu des forfaits techniques, le bon usage des produits de contraste, domaine dans lequel nous pouvons sans doute améliorer l'efficience du système. Dernier volet, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, de ce projet de loi qui, je crois, concerne l'assurance maladie, les mesures liées à la lutte contre la fraude, sujet sur lequel nous avions échangé, je crois, il y a quelques mois. Vous avez peut-être repéré, si j'ose dire, que nous avons présenté il y a quelques petites semaines, 2 ou 3 semaines, une stratégie renouvelée de lutte contre la fraude à l'assurance maladie. Et un certain nombre de mesures sont là aussi reprises, en tout cas ont été travaillées avec les équipes des ministres, à la fois à Bercy et à Ségur, autour notamment des réseaux sociaux et des prérogatives de cyber-enquête pour les agents de contrôle, autour de l'extension des procédures de déconventionnement d'urgence pour nous permettre d'agir plus rapidement par rapport à des fraudes identifiées, autour de l'augmentation des barèmes des pénalités financières, notamment. Et je crois que la discussion à l'Assemblée pourrait également enrichir
cette panoplie de mesures, si je lis bien les amendements qui ont été déposés en début de semaine, donc autant de mesures qui devraient nous aider à agir plus rapidement et à faire face à différents types de fraudes qui, par ailleurs, se transforment notamment à la faveur des innovations numériques et de la diffusion des réseaux sociaux. Je terminerai simplement en disant qu'évidemment, ce projet de loi comporte également un certain nombre de mesures relatives aux produits de santé, et notamment à la fixation des prix, dans un contexte où, vous l'avez, je pense, également noté, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé et même déposé des amendements pour faire évoluer le texte déposé à l'Assemblée. Donc ce sujet devrait faire l'objet sans doute de pas mal d'adaptations dans le cadre du débat parlementaire à l'Assemblée et au Sénat, en soulignant auprès de vous, y compris les chiffres extrêmement dynamiques des dépenses de médicaments et de produits de santé en 2021 et en 2022, surtout, puisque nous sommes à des niveaux de dépenses qui étaient, sur les premiers mois de 2022, supérieurs à 7% sur les médicaments remboursés sur la ville, ce qui, évidemment, justifie que l'on se penche sur des mécanismes renforcés de régulation qui, évidemment, doivent et peuvent être compatibles avec des enjeux d'investissement et d'accès à l'innovation dans notre pays. Voilà peut-être, Madame la Présidente, ce que je voulais partager dans ce propos liminaire. Je termine, pardon, j'ai oublié juste un élément qui est important, en tout cas aux yeux de l'assurance maladie. Le gouvernement a porté également une mesure de simplification et d'amélioration de la couverture des arrêts de travail en matière de maternité, en prévoyant une obligation de subrogation par l'employeur pour le risque maternité, et notamment en commençant par les grandes entreprises. Et ça nous semble être de nature à améliorer la protection des femmes et des foyers concernés, sans que ne soit d'ailleurs mise en cause la qualité de service rendu par l'assurance maladie. C'est largement le process de remontée d'informations nécessaire à la liquidation d'un arrêt de travail qui justifie ce mécanisme de subrogation que d'ailleurs les entreprises connaissent bien, puisqu'un grand nombre d'entre elles la pratiquent. Donc je ne voulais pas oublier également cette mesure, mais je m'en tiens là pour ce propos liminaire. Merci, Monsieur le Directeur. Je vais passer la parole à Corinne Imbert, qui rapporte la branche maladie, puis ensuite Elisabeth Doineau, rapporteure générale. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Directeur, pour vos propos introductifs. J'ai plusieurs questions, si vous le permettez. Tout d'abord, concernant la soutenabilité financière de l'assurance maladie, l'an dernier, vous considériez vous-même que 10 ans de déficit important s'annonçaient pour la branche. Moins d'un an plus tard, et sans que les besoins de santé n'aient baissé, et alors que nous faisons face à un contexte inflationniste, la trajectoire s'est nettement améliorée. Donc permettez-moi d'être tout de même un petit peu sceptique. Et est-ce qu'il faut dès aujourd'hui anticiper des coupes dans les dépenses, et si oui, lesquelles, alors que l'on sait que les difficultés à réguler, on connaît les difficultés à réguler les dépenses de l'ONDAM. Faut-il y voir l'annonce de nouveaux transferts de ressources à la cohérence un peu douteuse, comme le remboursement par la CNAF de la branche de la prise en charge du congé maternité postnatal? Un ONDAM en progression de 2,6% à l'horizon 2027. Cette trajectoire qui suppose une ambitieuse modération dans la dynamique des dépenses vous paraît-elle réellement tenable et crédible? Monsieur le Directeur, l'article 22 du PLFSS prévoit de rénover les conditions des négociations conventionnelles. Il prévoit la possibilité d'un conventionnement sélectif. Le conventionnement sélectif est-il, selon vous, un outil pertinent pour lutter contre les difficultés d'accès aux soins? Les conventions professionnelles sont-elles le bon véhicule pour ce type de mesures? Toujours sur ce sujet, et alors que les négociations d'une nouvelle convention médicale doivent aboutir au début de l'année prochaine, la Cour des comptes recommande d'augmenter la part des versements forfaitaires dans la rémunération des médecins libéraux. Celle-ci est encore pour l'essentiel, bien sûr, fondée sur le paiement à l'acte. L'augmentation des rémunérations forfaitaires est-elle pertinente à votre sens, et selon quelle proportion? Ce sujet sera-t-il poussé par l'UNCAM lors des négociations à venir? Concernant le médicament, qui est l'un des principaux piliers des économies attendues pour l'ONDAM, le PLFSS porte un nouveau mécanisme de financement des thérapies innovantes. Il prévoit que l'assurance maladie assure, en lieu et place des hôpitaux, la gestion des flux financiers vers l'industriel et procède à un paiement
à plusieurs échéances conditionnées à des résultats cliniques en vie réelle. Ce dispositif vous paraît-il opérationnel ? L'étude d'impact du gouvernement estime que le dispositif pourrait permettre d'économiser 100 millions d'euros dès 2024. Ce chiffrage vous paraît-il réaliste ? Le PLFSS prévoit un recueil annuel d'informations relatives aux charges associées aux équipements matériels lourds d'imagerie médicale. Pouvez-vous nous préciser les éléments à votre disposition suggérant que les tarifs des forfaits techniques sont surévalués au regard des coûts réels? L'actualisation des forfaits techniques sera-t-elle faite sur le seul fondement des données récoltées? Je vous remercie. Très bien. Elisabeth Doineau peut-être, et puis ensuite je vous laisserai répondre avant qu'on passe au Elisabeth Doineau. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Directeur pour ces propos liminaires. J'aurais juste une question de la part de Jean-Marie Wallerenberg, qui est pris par les perturbations SNCF ce matin, concernant les fraudes. C'est des questions qui reviennent systématiquement parce qu'il est très attentif aux progrès qui peuvent être faits. En réalité, vous avez annoncé il y a quelques semaines, voire même quelques mois, que vous alliez redoubler d'efforts pour faire la chasse aux fraudeurs. Vous avez aussi annoncé des chiffres pour 2024 qui seraient de l'ordre de 500 millions d'euros de préjudice par an. Je pense que vous avez effectivement revu vos priorités depuis la crise Covid, qui vous a empêché en quelque sorte d'aller à cette chasse aux fraudeurs, puisque vos agents étaient mobilisés sur d'autres travaux. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que je pense que vous misez sur le croisement des données avec un certain nombre d'administrations, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur justement ces nouvelles capacités que vous envisagez, et quels sont les chiffres réels des fraudes, et sur quelle finalement fraude il faut agir le plus vite possible et le mieux possible? Merci Monsieur le Directeur. Très bien, je vous laisse répondre et ensuite on passera aux collègues. Merci beaucoup. Par rapport aux questions posées par Madame la sénatrice Imbert, il est vrai que le déficit 2023 se réduit nettement plus rapidement que les précédentes projections pluriannuelles du gouvernement pouvaient le laisser penser, pour je crois 3 raisons. La première, c'est en réalité la dynamique des recettes, puisque en 2022 comme en 2023, nous sommes sur des dynamiques de masse salariale supérieure à 5%, donc extrêmement favorable. Alors derrière cette dynamique, il y a entre guillemets une nouvelle évidemment moins favorable, qui est celle que ce dynamisme est lié notamment à l'inflation, même si sur 2022, il y a encore pas mal de création d'emplois également. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est, et ça me permet d'ailleurs de répondre à la deuxième question, le choix fait par le gouvernement d'opérer un transfert financier de la branche famille vers la branche maladie à hauteur de 2 milliards d'euros, qui de fait contribue à accélérer le redressement de la branche maladie. En tant que directeur général, j'ai évidemment pas à me positionner, mais si on met la retraite peut-être sans doute à part, le fait que le gouvernement ait une approche transversale des finances sociales et des différents équilibres entre les différentes branches me semble quelque chose de logique et de cohérent, et d'ailleurs relativement continu depuis une vingtaine d'années. Mais évidemment, c'est une responsabilité qui lui incombe. La troisième raison, et d'ailleurs comme pour les recettes, une raison teintée d'incertitude également, c'est la baisse significative des dépenses qui seraient liées au Covid en 2023. Vous le savez, le gouvernement a prévu une enveloppe prévisionnelle à hauteur d'1 milliard d'euros sur les dépenses Covid, 600 millions sur les vaccins, 400 millions sur le test. Estimation dont il a lui-même indiqué que c'était une estimation, une provision estimative, qui évidemment n'est pas une enveloppe fermée. Et donc ces 3 éléments expliquent en effet le redressement accéléré de la branche, même si, vous l'avez dit Madame la Présidente, nous restons tout de même à des déficits qui ne sont pas anecdotiques. S'agissant de l'Ondam pluriannuel, il est clair que la trajectoire post-2023 est exigeante. Elle
nécessitera le renforcement des actions à la fois de maîtrise médicalisée des dépenses, de gestion du risque, d'efficience, de qualité et de lutte contre la fraude. Sujet sur lequel nous avons travaillé, nous continuons à travailler, nous faisons des propositions chaque année, mettons en œuvre des plans d'action, mais il est certain que c'est une trajectoire exigeante. S'agissant de l'article 22 sur lequel vous m'interrogez, alors peut-être bien préciser, en tout cas tel que nous lisons l'article, s'agissant notamment des mesures démographiques. L'intérêt de cet article 22, c'est qu'il crée une base transversale pour l'ensemble des professions de santé, permettant aux partenaires conventionnels, en effet, d'agir sur la démographie en fonction de différents critères, à la fois de formation, d'expérience professionnelle, alors que jusqu'à aujourd'hui, les bases législatives pour agir étaient différentes selon les conventions, selon les professions de santé, ce qui nous avait d'ailleurs permis de prendre un certain nombre de mesures s'agissant de la répartition notamment des infirmières libérales et des masseurs-kinésithérapeutes sur le territoire. Là, le texte pose un principe, et je crois un principe aussi de responsabilité vis-à-vis des partenaires conventionnels, pour qu'ils puissent se saisir pour toutes les professions de ce sujet de répartition sur les territoires et lui donne potentiellement des leviers importants. Je pense qu'il est important, quand on aborde ces sujets, de bien mesurer les différences fondamentales qu'il y a aujourd'hui entre les différentes professions de santé sur ces sujets. Autant nous avons, notamment s'agissant des infirmiers libéraux et des masseurs-kinésithérapeutes, une dynamique démographique extrêmement significative, extrêmement forte depuis 10 ans. Nous avons 100% de plus d'infirmières libérales dans le pays depuis 20 ans, 50% de masseurs-kinés de plus depuis 10 ans. Et donc, avant tout, un problème de répartition sur le territoire, mais une offre qui est quand même relativement abondante. Je ne dis pas qu'elle est satisfaisante sur tous les territoires, hein, mais elle est globalement significative. Ça n'est pas la même chose pour les médecins, puisque globalement, sur les 10 dernières années, la densité médicale a diminué, que ce soit sur les généralistes, sur les spécialistes, et qu'on est face à des situations de tension à peu près sur tous les territoires. Donc la question de mécanismes contraignants se pose, je crois, très différemment, selon qu'on a un système ou une démographie de profession qui est ou pas en tension, en pénurie. Aller interdire l'installation de médecins dans des zones dans lesquelles à peu près toutes les zones sont en tension médicale, certaines plus que d'autres, mais à peu près partout, me semble relativement compliqué. Le ministre de la Santé, je crois que vous l'auditionnez cet après-midi, aura évidemment l'occasion d'y revenir, a pris un certain nombre de positions. Et s'agissant de la négociation de la convention médicale, nous attendons les lignes directrices que les ministres vont fixer à la négociation, qui ne devrait pas tarder à arriver, et qui, je pense, préciseront le cap, si j'ose dire, sur ces sujets. Mais intéressant aussi, encore une fois, de regarder les différences entre les professions de santé et de regarder ce qui a été fait sur les infirmières libérales et sur les masseurs-kinésithérapeutes ces dernières années, et qui commencent à produire des effets, même si sans doute ils sont insuffisants. Vous m'interrogez sur les rémunérations forfaitaires. Alors d'abord, elles ont tout de même, sur les 15 dernières années, significativement progressé, jusqu'à représenter, notamment pour les médecins généralistes, entre 10 et 15% de leur rémunération, alors que c'était quelques pourcents encore à la fin des années 2000. Nous considérons qu'il est nécessaire de continuer ce mouvement, tout en partageant avec vous, pardon de le faire de façon un peu basique, une évidence qui est que le double mouvement d'augmentation de la valeur des actes dans un contexte inflationniste qui va se poser, et d'une volonté que nous portons de faire grandir le poids des forfaits dans la rémunération, finit par mettre une tension sur l'enveloppe financière globale qu'il faut ensuite savoir mesurer, maîtriser. Et donc ce sera sûrement un des éléments compliqués de la discussion, mais en tous les cas, l'investissement de l'assurance maladie dans le forfait médecin traitant, dans la rémunération qui lie des objectifs de santé publique, de prévention, de qualité à l'activité des médecins, ça nous semble être une voie qu'il faut continuer à approfondir. S'agissant du médicament,
Vous avez évoqué la mesure qui, en effet, fait évoluer le mode de rémunération sur des médicaments très innovants. Nous faisons face, depuis maintenant plusieurs années, à une augmentation extrêmement significative des coûts de traitement unitaires et des demandes des laboratoires sur des médicaments, sur des populations ciblées, mais à des niveaux de tarifs individuels qui dépassent souvent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire au-delà. Et de ce point de vue-là, la mesure proposée par le gouvernement, y compris de paiement à échéance différée, nous semble être intéressante et participer d'une maîtrise de ces coûts qui est indispensable à la soutenabilité des dépenses de produits de santé dans un cadre qui a fait l'objet d'un engagement pluriannuel vis-à-vis des industriels. Je pense que j'ai oublié votre toute dernière question. Pardon, Madame la sénatrice. Ah oui, sur l'imagerie médicale, tout à fait. Alors, nous avons fait il y a 4 ans des travaux, mais en chambre, justement, pour essayer d'estimer les coûts liés et le rapport entre les coûts réels et les tarifs des forfaits techniques. Et nous avions considéré à l'époque, l'assurance maladie avait considéré à l'époque que ces estimations justifiaient des ajustements tarifaires des forfaits techniques. Mais la réalité, c'est que c'était des estimations en chambre. Nous voulons sortir de cette discussion avec les professionnels et ce que souhaite également le gouvernement pour essayer de construire une vraie évaluation basée sur une étude, je dirais, en vie réelle, permettant d'estimer plus finement les différents types de coûts, coûts fixes en équipement, en locaux, coûts en personnel, coûts en termes de consommables, pour avoir un débat plus étayé par des données de meilleure qualité que des estimations, encore une fois, en chambre. Je précise également que cette mesure retient l'attention, entre guillemets, parce qu'elle est de nature législative. Je pense qu'il faut être attentif à construire ce travail d'estimation avec la profession. L'assurance maladie ne souhaite pas mener ces travaux de manière unilatérale. Et à la fois le choix de l'échantillon, la méthode, etc., tout ça doit être travaillé avec la profession. Et puis, partager avec vous que nous travaillons justement avec la profession sur une mesure autour du bon usage, pour le coup, des produits de contraste. Aujourd'hui, on dépense entre 2 à 4 fois plus d'argent pour les produits de contraste que dans les autres pays européens, parce que nos prix sont plus élevés et parce que nos volumes sont massivement plus élevés que chez nos voisins. Et je ne crois pas fondamentalement que nos voisins européens aient un recours aux examens de radiologie nettement inférieur aux nôtres, en tout cas soit nettement moins bien pris en charge que nous sur ce volet. Donc c'est un sujet que nous avons travaillé, y compris d'ailleurs en très bonne intelligence avec les professionnels, sur lequel nous espérons déboucher dans les prochaines semaines. Madame Doineau, vous m'interrogez sur la fraude. Comme vous l'évoquez, nous sommes fixés un objectif de résultat à l'horizon 2024, d'identifier et de stopper 500 millions d'euros en lien avec la lutte contre la fraude. Donc en effet, ce sont nos objectifs qui sont de fait ambitieux, puisque le rendement historique de nos actions avant crise sanitaire était de 290 millions d'euros. Donc c'est un effort important que nous entendons faire. Il se base sur des travaux d'évaluation que nous avons engagés. Nous avions partagé des premiers résultats avec la commission au printemps sur les infirmiers et sur la C2S. Nous avons poursuivi ces travaux d'évaluation sur les médecins généralistes et sur les transporteurs sanitaires, qui, s'agissant de ces deux professions, fixent des fourchettes de fraude entre 2 et 5%. Et nous allons continuer ces travaux d'évaluation pour faire sujet par sujet, brique par brique, puisque, comme j'avais pu, je crois, le partager avec vous, nous considérons que la fraude à l'assurance maladie, ce sont en réalité des fraudes
dans différents domaines. Donc, de ce point de vue-là, nous avons donc présenté une stratégie, et mieux évaluer la fraude, mieux prévenir sa mise en œuvre, mieux détecter et contrôler et sanctionner plus rapidement, plus efficacement. Le partage d'informations avec à la fois des autres branches, les outils d'automatisation des données, de fiabilisation des données à la source, le développement de l'ordonnance numérique, tous ces échanges de données vont nous permettre, sont des leviers au service de cette stratégie que nous allons évidemment, que nous avons commencé à déployer, puisqu'on ne part pas d'une page blanche, mais que nous allons accélérer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci, monsieur le directeur. Alors, nous avons 11 collègues inscrits. On va prendre une première salve de 6. Philippe Mouillet, Daniel Chassaing, Bernard Chaumier, Christine Bonfanti, Olivier Henno et Laurence Rossignol. Philippe Mouillet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur, d'abord merci pour vos présentations, toujours aussi claires. Moi je vais focaliser sur plutôt le volet médico-social, étant rapporteur du domaine. Donc j'aurais voulu avoir votre avis concernant les calendriers, notamment sur la réforme attendue concernant les aides techniques. À la fois concernant les fauteuils roulants, donc là on attend un certain nombre d'informations de décret. La réforme des aides techniques, on pensait éventuellement avoir une liste avec une nouvelle nomenclature. À travers le budget, rien n'est inscrit d'évolution, ou en tout cas ça ne transparaît pas. Voilà, donc je voulais avoir votre regard sur cette évolution qui a été annoncée et attendue. Voilà, donc ça concerne les aides techniques. Deuxième point, ça concerne les votes qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale concernant l'encadrement de la téléconsultation, et notamment de téléconsultation à domicile. On peut comprendre qu'il y a un certain nombre de questionnements qui se soient posés sur la pratique. Je voudrais avoir votre sentiment vis-à-vis notamment d'un public qui ne peut pas aujourd'hui se déplacer de par des problématiques de santé ou de handicap. Et puis dernière question, ça concerne la lutte contre la fraude. Vous avez donc annoncé des mesures complémentaires, des objectifs attendus. Nous avons beaucoup débattu ici au printemps de la carte vitale biométrique avec une ligne budgétaire qui a été créée avec 20 millions d'euros. Aujourd'hui, dans la nouvelle nomenclature, ou quand on se regarde le PLF, cette ligne a disparu. Non, elle existe toujours avec le montant de 0. Voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui vous faites partie de ceux qui ont, dans les débats, poussé à ce que la ligne soit ramenée à 0, ou est-ce que vous considérez que vous avez une autre solution plus adaptée pour répondre à la problématique, voilà, en sachant que votre réponse sera très entendue au Sénat. Merci. Daniel Chassaing. Merci Madame la Présidente. Donc moi, 3 questions. Si vous voulez, on a voté hier la 4e année de professionnalisation d'internat. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour 2023, mais il faudrait annoncer aux étudiants combien la sécurité sociale pense qu'il faut donner aux internes, puisqu'il n'est pas question de leur payer, après 10 ans d'études, 2 000 € par mois. Ensuite, des questions sur la pharmacie. Donc, vous avez renoncé à référencer des médicaments par appel d'offres qui seraient venus d'Inde ou de Chine. Et donc, ça aurait été très péjoratif pour les pharmacies, d'après mes informations. Et aussi, sûrement, manquer de médicaments. Et aussi, vous avez diminué l'achat de médicaments de 1 million, plus de milliard. Est-ce que ça ne va pas entraîner des problèmes au niveau de la recherche, puisque les médicaments baissent depuis environ 10 ans? Et enfin, au niveau de la pharmacie, est-ce que les pharmaciens vont pouvoir, les clients, enfin les patients vont pouvoir être remboursés si par exemple ils veulent se sevrer du tabac mais uniquement en allant à la pharmacie, ou si des médicaments qui normalement devraient pouvoir être délivrés par la pharmacie, par exemple comme le Monuril pour les cystites, mais ne sera pas remboursé s'il n'y a pas de médecin. Et enfin, c'est la même chose aussi pour lorsque les pharmacies délivrent des médicaments pour la déshydratation des nourrissons le samedi après-midi alors qu'il n'y a plus de médecin, ben les gens ne peuvent pas être remboursés. Merci. Très bien. Bernard Chaumier. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur Général. 3 questions, si je vais m'en tenir à 3 questions. La première, Monsieur le Directeur Général,
notre pays vit une période d'inflation. Or, l'inflation, c'est un chiffre moyen, mais on sait que suivant la structure de la dépense, son impact est très différent. Par exemple, les catégories populaires sont exposées en fait plus fortement à l'inflation que ceux qui ont un reste à vivre plus important. Des données de la connaissance que vous avez des établissements de santé, est-ce que vous pouvez nous dire si les établissements de santé, en particulier les hôpitaux, sont a priori exposés au taux d'inflation moyen de notre pays, ou sont plus exposés ou sont moins exposés à l'inflation? C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est qu'en présentant le budget de la sécurité sociale et sa perspective d'évolution, les ministres concernés nous ont indiqué vouloir se réinscrire dans la trajectoire 2010-2018. C'est une trajectoire qui a été marquée par un redressement des comptes, uniquement axée par une politique de l'offre, et portant en l'occurrence sur les dépenses. Or, il y a dans le même temps un discours, et des mêmes d'ailleurs, d'où la complexité, sur la nécessité de passer d'une logique d'offre à une logique de réponse aux besoins de santé. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez, quels indicateurs vous voyez de cette mutation vers les besoins de santé dans ce projet de PLFSS? Puis ma troisième et dernière question porte sur une branche qui n'est pas strictement la vôtre, mais enfin il y a une forte interaction, la branche AT-MP. La branche AT-MP est chroniquement en excédent. Or, se multiplient les rapports, rapport au Sénat, rapport à l'Assemblée, rapport d'experts, sur la nécessité d'avoir une politique de santé au travail beaucoup plus affirmée. La Cour des comptes, d'ailleurs, vient encore de pointer les risques dans les établissements médico-sociaux. Comment expliquez-vous, enfin, comment portez-vous, vous, l'assurance maladie, une sortie de ce paradoxe, c'est-à-dire de cesser d'utiliser uniquement les excédents de la branche AT-MP pour combler les déficits de la branche maladie? Je vous remercie. Christine Bonfanti-Dossat, et puis après je vous laisserai répondre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur, ma question fait écho à celle d'Elisabeth Doineau sur la fraude, à laquelle vous avez déjà répondu. Toutefois, l'article 44 permet donc au directeur de CPAM de demander, en cas d'erreur de facturation ou de fraude identifiée, le remboursement non plus uniquement des indus correspondant aux seules factures contrôlées, mais des indus globaux qu'il calcule en extrapolant sur le résultat des factures à l'ensemble des factures émises par les professionnels. Est-ce à dire que l'erreur et la fraude seront traitées de la même manière? Je vous laisse répondre, monsieur le directeur, parce que la liste s'étant allongée, après ça va faire beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Mouillet, l'assurance maladie est partie prenante des travaux sur les aides techniques, même si elle n'en est pas complètement leader, ce qui est logique, puisque notamment les équipes du ministère, notamment des choses qui avancent, mais qui ne sont pas complètement simples, vous le savez, c'est les travaux autour des fauteuils roulants qui ont fait l'objet de pas mal de travaux avant l'été, pas mal de discussions avec les acteurs, à la fois les associations et les industriels et les prestataires. Des discussions se poursuivent sur cette thématique. Évidemment, nous y sommes attentifs à la fois sur des logiques de régulation et de meilleur accès à ces aides techniques, comme les différents rapports sur ce sujet l'ont proposé. Sur la téléconsultation à domicile et alors je ne vais pas commenter les amendements déposés en commission des affaires sociales de l'Assemblée. Peut-être simplement dire deux choses. D'une part, l'assurance maladie n'est ni de près ni de loin, comment dirais-je, à l'origine de ces propositions. Alors même que nous pensons qu'il faut, comme je l'ai dit, trouver une place mieux encadrée à la téléconsultation, cette proposition serait quand même extrêmement restrictive, et donc ça n'est pas en lien avec des choses auxquelles nous avons pu réfléchir. La seule chose néanmoins que je porte, c'est que
pour le coup, la téléconsultation assistée, et notamment à domicile, peut être un plus. Mais je le positionne comme un plus. Et nous avons notamment des expérimentations, des travaux de visite à domicile d'infirmières qui font une téléconsultation assistée avec le médecin traitant. Et nous savons que même s'il faut soutenir les visites à domicile des médecins, notamment des médecins traitants, leur capacité à faire beaucoup de visites, de fait, est limitée. Donc, promouvoir une pratique comme celle-là, mais promouvoir, nous semble être intéressant. Mais soyons attentifs à sans doute, encore une fois, trouver une place plus stable de la téléconsultation dans notre paysage, mais de ne pas non plus aboutir à la brider excessivement. Ça n'est pas en tout cas notre proposition. S'agissant de la carte vitale biométrique, sujet important. Comment dire ? D'une part, l'assurance maladie n'avait pas sollicité de crédit du côté de l'État et n'a pas non plus demandé que ces crédits lui soient retirés. Donc je dirais, je me tiens en dehors de cette affaire, même si évidemment nous sommes concernés. Et là-dessus, 2 points. Nous travaillons à dématérialiser la carte vitale, à permettre, je dis bien à permettre à nos assurés qui le souhaiteront de pouvoir mettre leur carte vitale sur leur smartphone. Et ça, c'est un service que nous allons lancer dans les prochaines semaines. Nous sommes en train encore de le tester. Nous l'avons testé dans différents départements. Nous sommes encore à un niveau de qualité du parcours usager, pardon de rentrer dans les détails, qui est encore insuffisante pour pouvoir le proposer plus largement. Mais c'est quelque chose que nous demandons. C'est à la fois de la simplification et aussi, je pense, une mesure de sécurisation et de bon usage de la carte vitale et de lutte contre la fraude. Au-delà de ça, et alors cette dématérialisation, elle intègre une part de biométrie dans ce qu'on appelle l'enrôlement, puisque pour pouvoir faire le process de mettre votre carte vitale sur votre smartphone, il faut adresser à l'assurance maladie, il faudra demain adresser à l'assurance maladie votre pièce d'identité et une captation biométrique. Voilà. Donc dans l'enrôlement, c'est volontaire. Nous pensons que beaucoup de nos assurés usagers, y compris des personnes âgées, si nous, demain matin, nous disions que la carte vitale n'existe plus en physique, je pense qu'on aurait un sérieux problème d'acceptabilité dans notre pays sur une carte vitale qui est quand même dans le quotidien des Français. S'agissant de la carte vitale biométrique, qui irait même peut-être, je ne sais pas, au-delà de l'intégration de la biométrie dans l'enrôlement, le ministre de la Santé et de la Prévention a annoncé le lancement d'une mission de l'Inspection générale des affaires sociales pour instruire ce sujet. Et nous nous tenons évidemment à la disposition des inspecteurs pour approfondir ce sujet. Monsieur le sénateur Chassaing, vous m'avez interrogé sur sur les coûts de la 4e année, pardon. Alors, d'une part, vous le savez, hein, le ministre, là aussi, les ministres, avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a lancé une mission de concertation qui va aborder l'ensemble, je crois, des paramètres de cette 4e année, le calendrier, le contenu, le mode d'exercice et la rémunération. Et je suis intimement convaincu qu'il nous faudra trouver des rémunérations attractives pour réussir cette 4e année. En tout cas, l'assurance maladie y est prête. Elle est prête à cet investissement. Elle est prête à ce que cette 4e année, qui est à la fois une dernière année de formation, finalement, et une première année d'exercice encadrée, en tout cas, c'est comme ça que nous la voyons. L'assurance maladie considère que c'est un investissement très important et qu'il faut y mettre les moyens, pour dire les choses. Et donc, nous participons évidemment aux travaux de la mission qui a été lancée par les ministres et qui, je crois, doit déboucher d'ici la fin de l'année. Et dans cet état d'esprit, de pouvoir proposer aux internes concernés une rémunération attractive. Après, tout ça doit se construire avec la mission. S'agissant des inquiétudes, notamment exprimées par les pharmaciens sur les mécanismes de référencement,
comment dirais-je, le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il ne mettrait pas en œuvre ce référencement et qu'il proposait que des travaux complémentaires se mettent en place pour pouvoir évaluer la pertinence d'un tel dispositif. Si j'étais un tout petit peu, comment dirais-je, non pas provocateur, mais j'ai eu l'occasion de le dire à nos amis pharmaciens, et même si cette mesure ne fait pas partie des propositions de l'assurance maladie, qu'à un moment donné, la puissance publique achète, mettre en place des procédures d'achat, c'est quelque chose que les pharmaciens et les grossistes connaissent. Donc, a priori, après tout, ça n'a rien d'absolument extraordinaire. Mais là-dessus, sans doute qu'il est nécessaire d'approfondir les travaux préparatoires et la discussion. Donc, en tout cas, c'est le chemin qu'a choisi le gouvernement. S'agissant du sevrage tabagique, vous l'avez évoqué, hein, l'assurance maladie rembourse aujourd'hui sur ordonnance ces produits. On en reste là dans le cadre actuel. Je ne sais pas, peut-être que les choses évolueront, mais pour le moment, on en est là. Et s'agissant du milliard d'économies sur le prix du médicament, je l'ai évoqué, ce montant important doit aussi être relié à au dynamisme des dépenses de médicaments que nous observons depuis, notamment sur l'année 2022. Monsieur le sénateur Jomier, vous m'interrogez sur, finalement, est-ce que les hôpitaux sont plus ou moins exposés à l'inflation? Alors, je le dis franchement, nous n'avons pas mené d'études approfondies qui permettraient de situer le curseur. La régulation hospitalière et la fixation des budgets étant, vous le savez, du ressort du ministère de la Santé, des agences régionales de santé. Après, vous le savez évidemment bien, de fait, compte tenu de la structure de coût d'un hôpital qui est à la fois notamment lié en grande part à de la masse salariale et ensuite un certain nombre de coûts liés notamment à de l'énergie ou à des achats qui peuvent être directement impactés par l'inflation. Clairement, la structure de coûts porte un impact important dès lors que l'inflation augmente. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a à la fois annoncé des enveloppes complémentaires sur 2022 et proposé un ONDAM 2023 nettement plus élevé que les ONDAM d'avant-crise. Mais voilà, après, pour évaluer, est-ce qu'ils sont plus impactés ou pas, ce ne sont pas des travaux que l'assurance maladie a pu mener, en tout cas dans un passé récent. S'agissant alors, poser une question difficile sur est-ce qu'on est capable de passer d'une stratégie quelque part de l'offre à une réponse aux besoins. J'aurais envie pardon, pas de m'échapper, mais en tous les cas de répondre indirectement à votre question, que en tout cas notre objectif c'est de garantir ou de faire que les ressources de l'assurance maladie soient bien utilisées pour répondre le mieux possible aux besoins. Pourquoi je me permets de le dire comme ça? Je crois que la quête de l'évaluation des besoins et de s'assurer que les ressources sont suffisantes pour répondre aux besoins est une quête délicate. L'estimation des besoins ayant sûrement tendance à monter assez fortement vers l'infini. Je caricature volontiers la discussion, et c'est une vraie discussion de fond. Je crois aussi que derrière ces besoins, il y a un mode de recours. Et que si j'ai besoin d'un soin à 24 et 48 heures, alors mon premier réflexe, ça doit être d'appeler mon médecin traitant, d'où est la nécessité pour l'assurance maladie de redonner du temps médical disponible pour les médecins traitants pour prendre en charge les patients. Mon deuxième réflexe, ça doit être d'appeler le 15 et de vérifier si derrière, il y a un mécanisme de régulation qui fonctionne et qui permet de déclencher des soins non programmés, une infection. Notre boulot à nous, c'est justement d'organiser ce soin non programmé. Et puis, dernier, si tout ça ne passe pas, éventuellement d'aller aux urgences. Donc, je crois que c'est difficile de partir d'une estimation des besoins qui ne... je ne crois pas que ce soit ce que vous disiez, mais en tout cas, pour nous, ça doit aussi s'intégrer dans l'organisation des parcours, la juste mobilisation des ressources du système de santé pour répondre le mieux possible aux besoins. Et dans ce cadre-là, nous avons sans doute des progrès
très important à faire, mais ça veut aussi dire d'ailleurs mieux détecter les besoins. D'ailleurs, je prends un exemple récent. Nous avons lancé il y a 3 semaines une campagne sur l'insuffisance cardiaque. Pourquoi? Parce que nous voyons que beaucoup d'assurés et beaucoup de patients en réalité sont victimes de cette pathologie sans même le savoir. Donc finalement, ils ne verbalisent même pas ce besoin, alors même qu'ils ont besoin d'être pris en charge le plus rapidement possible et qu'on sait que s'ils sont pris en charge rapidement, alors ça sera meilleur pour leur santé et aussi meilleur pour les dépenses de l'assurance maladie puisqu'on évitera une hospitalisation, etc., etc. Après, mieux relier, c'est ce que les travaux du Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie avaient dit, et je crois que c'est la logique du CNR porté par le ministre, mieux relier nos priorités de santé publique avec les moyens dédiés. Je crois que c'est ce qu'il faut qu'on essaye de faire davantage encore dans les prochaines années. Et je crois que c'est le sens de l'Ondam porté par le gouvernement. S'agissant des excédents de la branche AT-MP, sujet éminemment sensible, puisque vous le savez, les partenaires sociaux ont engagé une négociation sur quelque part la branche, sur justement son équilibre financier et son organisation. Donc, je ne prétends pas faire de commentaires particuliers. Peut-être 2 éléments, si vous me permettez. Là aussi, pardon d'être un peu impertinent, mais l'importance des excédents montre bien qu'ils ne sont pas préemptés pour équilibrer la branche maladie. Et puis, 2e élément, mais là, c'est aussi de la responsabilité du gouvernement. Vous le savez, il y a une instance indépendante dirigée par un magistrat de la Cour des comptes sur la base de travaux scientifiquement indépendants qui détermine l'évaluation de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce n'est pas quelque chose sur lequel le gouvernement et l'assurance maladie décident d'un trait de plume en disant voilà, cette année, ça sera 1,5 milliard, clac, etc. C'est des travaux indépendants. Et le gouvernement a choisi de retenir le bas de la fourchette dans les travaux d'évaluation. Donc la réalité, aujourd'hui, c'est que on n'est pas dans une situation où il y aurait une ponction indue de la branche AT-MP pour équilibrer la branche maladie. On est dans une situation où il y a une estimation indépendante pour laquelle le gouvernement prend le bas de la fourchette et pour lequel il décide, quelque part, de rembourser à la branche maladie des dépenses indues de son côté. Donc c'est un sujet très sensible qui ne fait pas consensus, mais j'insiste sur le fait que l'estimation, elle ne sort pas de nulle part. Et que c'est bien une commission indépendante, et c'est des travaux quand même très approfondis qui sont menés, et je n'ai pas vu de travaux scientifiques sérieux qui démontraient la fragilité de ces travaux d'évaluation. Mais, comme tous travaux d'évaluation scientifique, évidemment, ça nécessite d'être challengé. Tout ça pour dire en tous les cas que de notre côté, notre responsabilité à nous, c'est de, d'assurer la gestion opérationnelle de la branche dans un cadre qui est fixé par la Commission des accidents du travail et de la maladie professionnelle, des maladies professionnelles. C'est la responsabilité des partenaires sociaux. Et donc, nous nous situons évidemment dans cette perspective et dans la perspective de la préparation de la COG, en terminant, pardon, Monsieur le Sénateur, sur le fait que, l'investissement dans la prévention et dans des dispositifs de soutien aux différents secteurs qui sont exposés à des niveaux de sinistres élevés. Vous avez évoqué le médico-social, évidemment, ça fait partie de nos priorités et on souhaite aller plus loin, sans doute dédier des moyens supplémentaires à ces politiques et à ces leviers de prévention, à ces contrats de prévention que nous passons avec les entreprises qui mobilisent des moyens qu'il faut sans doute continuer à renforcer. Madame la sénatrice, vous m'avez interrogé sur le dispositif d'échantillonnage. C'est quelque chose que nous souhaitons utiliser de manière encadrée. Nous ne traitons pas de la même façon des erreurs et les fraudes. Mais il est vrai également que dès lors que nous observons des indus importants sur la base d'échantillons qui sont représentatifs, dans des cas bien encadrés, et je le dis également, ça ne concerne pas la tarification hospitalière, il ne nous semble pas déraisonnable de pouvoir passer à des logiques d'extrapolation, mais encore une fois dans des conditions extrêmement maîtrisées. Voilà, Madame la Présidente.
Merci. Alors, Olivier Hénaud, Laurence Rossignol, Émilienne Poumirol, Annie Loérou. Olivier Hénaud. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Directeur pour vos propos. Comme vous avez déjà abordé la question des indemnités journalières en tant que rapporteur de la branche famille, je n'y reviens pas. J'en pense pas moins, naturellement. Daniel Chassaing a évoqué les questions liées à la pharmacie, donc je n'y reviens pas non plus. Je voudrais vous poser 3 questions. D'abord, revenir sur les propos de Philippe Mouillet sur la carte vitale. Je pense que basculer dans une carte vitale nouvelle génération, c'est pas la même chose que dématérialiser. Hein, c'est 2 choses différentes. On a dans nos poches des cartes nouvelle génération pour des tas de choses. C'est un moyen pour lutter efficacement contre la fraude, parce qu'il n'y a pas que la fraude des professionnels, hein, naturellement. Et si on veut basculer aussi pour sécuriser le dispositif, hein, pour qu'il n'y ait plus de doute sur ces questions, je crois que c'est nécessaire et qu'il va falloir accélérer sur cette question et se donner une perspective. J'allais dire un horizon, non, je vais dire une perspective plutôt, monsieur le directeur. Alors, ça c'est la première observation, qui est aussi une question. Revenir sur la question des actes redondants. Hein, l'ombre portée de Jean-Marie Van Lorenberg vit dans cette commission, même s'il y a des problèmes de train. Est-ce que vous avez aussi là des chiffres à nous donner ou des perspectives? Et puis, avoir aussi quelques chiffres sur le dossier médical partagé. Je vous remercie. Très bien. Laurence Rossignol. Merci. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Directeur. Je suis là. Ma question s'adresse au directeur de la CNAM en tant que directeur du meilleur centre d'observation des comportements de prescription à la fois des médecins et aussi des patients. Et elle porte sur une question que je me pose. Peut-être vous n'avez pas la réponse aujourd'hui, mais peut-être je vais vous stimuler et vous inciter à la chercher. On observe que la consommation des psychotropes et antidépresseurs a beaucoup augmenté ces dernières années, en particulier sur la base du Covid, et que parallèlement, les consultations en visio ont également beaucoup augmenté. Et je m'interroge, parce que mon interrogation est un peu empirique. Vous savez, nous, on a des petits capteurs dans la société qui sont des capteurs directs. Je m'interroge sur une augmentation des prescriptions d'antidépresseurs en première prescription dans le cadre des consultations en visio, sans pour autant de nouvelles consultations ensuite, et dans des conditions qui sont, d'un point de vue thérapeutique, un peu border, voilà, un peu limite, pour être très précise. Et je voudrais savoir si vous avez pu examiner de manière globale. Je pense que ma question est une bonne question. Je vous remercie. Non, mais de manière globale, est-ce que vous avez identifié les modifications de prescription médicamenteuse liées à l'augmentation des téléconsultations? Voilà, monsieur le directeur. Bien. Émilienne Poumirol. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur, ma question porte sur le premier point que vous avez évoqué. Vous avez dit la première mesure phare, c'est une augmentation de la prévention en mettant en place 3 consultations qui ne sont pas des consultations, pour moi, de prévention, mais de dépistage, ce qui est quand même différent. Je voudrais vous dire, parler du fait qu'on sait aujourd'hui que 90% des pathologies chroniques sont liées à des facteurs extérieurs. On avait eu ce printemps le rapport de notre collègue du groupe écologiste sur l'importance de l'exposome et des facteurs extérieurs qui représentent 90% des pathologies chroniques, et qu'il faut agir sur ces facteurs pour faire vraiment de la prévention, puisqu'aujourd'hui, je crois que c'est 3% à peine du budget de la Sécu qui est consacré à la prévention et le reste au curatif.
On connaît tous ces facteurs hein, sur, j'allais dire, la malbouffe, pour reprendre un terme bien connu, l'alcool, le tabac, la pollution de l'air, de l'eau. Je voulais vous parler, moi, spécifiquement de l'activité physique adaptée. On a vu l'année dernière une audition de l'INSERM nous montrant l'intérêt de l'activité physique adaptée dans beaucoup de pathologies. Et un chiffre m'avait frappé, c'était celui de 40% de récidive en moins de cancer du sein pour des femmes qui faisaient du sport par rapport à celles qui n'en faisaient pas. Et l'activité physique adaptée dans le cadre du cancer du sein n'est pas remboursée. Est-ce que vous avez enfin prendre des mesures concernant l'activité physique adaptée qui est bien meilleure en termes de prévention que bon nombre de médicaments qui coûtent très cher. Donc j'aimerais bien qu'on évoque ce sujet-là. Merci. Annie Le Houerou. Merci Madame la Présidente. Moi je souhaitais revenir sur la téléconsultation. Nous sortons d'une discussion sur la difficulté d'accès aux soins et sur les pistes que peuvent être données, bonnes pistes de la téléconsultation. Et je voulais vous faire part d'une expérience du fleurissement de cabines de consultation dans les supermarchés, entre les sous-vêtements, les valises et les produits d'entretien, des supermarchés qui vendent, je cite, la santé au quotidien. Donc comment entendez-vous encadrer ces pratiques qui ne me semblent pas vertueuses au moment où on manque de médecins? Je ne suis pas sûre que les médecins derrière cette plateforme apportent une réponse aux besoins de soins de nos concitoyens. Et je m'interroge sur ces dérives. Merci. Très bien. Je vous laisse répondre. Monsieur le sénateur Hainaut, comme je l'ai évoqué, dès lors que le sujet de la carte vitale biométrique fera l'objet d'un travail de l'inspection générale des affaires sociales, nous y contribuerons bien volontiers. Peut-être simplement partager avec vous, mais même si vous le savez bien, que la carte vitale aujourd'hui, elle bénéficie quand même d'un certain nombre d'éléments de sécurité. Voilà. Il y a une puce qui porte un certain nombre d'éléments qui permettent de vérifier que c'est bien vous. Il y a une photo. On a une seule carte vitale. Vous n'en changez pas quand vous changez de régime. Quand vous n'avez plus de droit à l'assurance maladie parce que vous quittez le territoire, nous mettons la carte sur la liste d'opposition. Il y a toute une procédure qui fait que ça n'est pas une simple carte que l'on brandit comme ça et qui permet d'être remboursé. Donc cette carte vitale, elle a fait l'objet depuis une dizaine d'années de mesures de sécurisation. Il n'y a pas de carte vitale surnuméraire qui circule sur le territoire. Il n'y en a pas. Très bien, mais voilà. Mais voilà. Donc après, s'il y a des cartes vitales, s'il y a un travail à mener sur la carte vitale biométrique, nous y contribuerons. Vous m'avez interrogé sur les actes redondants. Nous sommes extrêmement mobilisés sur nos programmes d'action en matière de bon usage du médicament, de bon usage des transports, de bon usage des prescriptions d'arrêt de travail, de bonne utilisation des ressources du système de santé. Nous avons notamment déployé des actions autour de la lutte contre l'antibiorésistance, de la promotion des médicaments biosimilaires, je le disais, de parcours de soins qui sont plus efficients. Il y a dans le projet de loi de financement un sous-jacent à l'ONDAM qui porte des économies à hauteur de 700 millions d'euros sur ces sujets-là. Et donc, ils font l'objet d'un ensemble de plans d'action que nous déployons sur les différents volets et qui figurent de façon détaillée dans le rapport annuel charge des produits du mois de juillet. Vous m'interrogez sur l'espace numérique de santé, le DMP. Nous avons terminé la première phase de déploiement de mon espace santé, puisque conformément au cadre qui a été voté par le Parlement, nous avons engagé au printemps le mécanisme dit de l'opt-out, c'est-à-dire que tous les assurés se sont vus proposer d'ouvrir leur espace santé, et à défaut d'opposition, l'espace santé est créé. Et donc, nous en sommes là. Je pense que dans les prochaines semaines, le ministre aura l'occasion de faire un point plus détaillé sur la montée en charge de mon espace santé et les prochaines échéances. Nous travaillons de notre côté à l'ouverture prochaine du catalogue d'applications qui sera plugué, pardon de son anglicisme, à mon espace santé, et puis à l'ouverture de l'agenda de santé. Mais la première phase technique opérationnelle a été réussie, et nous avons maintenant près de 65 millions d'assurés qui ont un espace santé numérique ouvert.
Madame la ministre, vous m'interrogez sur le lien entre la... Enfin, si je résume un peu, le lien entre la téléconsultation et les prescriptions, notamment d'antidépresseurs. Des psychotropes, pardon. Alors, pour être clair, nous n'avons pas à ce stade mené de travaux approfondis pour faire ce lien. Mais vous l'avez noté, je vous en remercie. Entre guillemets, nous en sommes capables, puisque nous disposons des éléments d'information, donc on peut tout à fait mener ces travaux pour les porter à votre connaissance et à celle de la Commission. Nous constatons, mais vous l'avez, vos capteurs en effet sont bons et ils sont confirmés par les chiffres, une augmentation très forte des prescriptions de psychotropes, et y compris chez les jeunes, sur les années, on va dire, Covid, que nous avons d'ailleurs relayé, là encore, pardon d'en faire la publicité dans le rapport annuel, avec des chiffres d'augmentation supérieurs à 10%. Donc il faut regarder précisément, parce que c'est toujours pareil, il vaut mieux vraiment poser les faits. Je partage néanmoins avec vous que aujourd'hui, je pense que c'est toujours important de se redire, la téléconsultation, ça reste un recours quantitativement très limité. C'est 3% des consultations de médecine libérale, 2% de spécialistes, 4% des généralistes. Donc, je pense qu'il faut être prudent pour relier ce phénomène qui est quand même limité à, c'est vrai, pour le coup, une dynamique quantitativement très supérieure et qui concerne beaucoup de patients, d'augmentation de psychotropes. Après, ça rejoint quand même, entre guillemets, et là aussi des discussions que nous avons nous aussi avec des professionnels de terrain, sur le bon usage de la téléconsultation et quelque part, comment dirais-je, parfois un certain nombre de remarques que nous font les professionnels de terrain qui nous disent on a beaucoup travaillé sur la qualité des prescriptions, on a monté des groupes de pairs, on a une démarche territoriale avec voilà, des médecins généralistes spécialistes, et on voit parfois des téléconsultations, nos patients qui arrivent avec des ordonnances, on ne sait pas d'où ça vient, c'est une téléconsultation avec assez lourde en termes de prescription, et donc des questionnements. Donc il ne s'agit pas de jeter l'eau propre encore une fois sur cette pratique, on en a besoin, ça s'installe dans la durée. On va regarder plus précisément pour répondre à votre demande, est-ce que quand on voit une téléconsultation, quand on relie à la fois d'ailleurs une prescription de médicaments et sans doute pas de consultation avant ou après, c'est des choses qu'on peut regarder aussi, qu'est-ce que ça dit du suivi, mais honnêtement c'est quand même... Ça me semble sans doute délicat d'imputer une part importante de cette augmentation à la place de la téléconsultation, mais encore une fois, on va mener ce travail dans le détail. Madame Pomerol, sur l'activité physique adaptée, alors, je vous rejoins bien volontiers sur le fait que notamment les travaux scientifiques vont dans le même sens, c'est-à-dire pour montrer un intérêt de l'activité physique adaptée pour la prise en charge. Après, il faut regarder comment et quand. Se pose quand même une question délicate, mais je la pose quand même. Est-ce que, pour promouvoir l'activité physique adaptée, il faut forcément un remboursement de l'assurance maladie? Est-ce que l'assurance maladie doit tout rembourser? Je ne dis pas non, hein. Je dis juste que c'est un débat que je me permets de porter auprès de la représentation nationale. Nous sommes prêts à y prendre notre part, mais faut-il systématiquement penser à un remboursement? Je pose la question. Nos partenaires, organismes complémentaires, sont aussi partie prenante d'expérience. Et pour vous répondre plus précisément, nous avons engagé un certain nombre de travaux dans le cadre de ce qu'on appelle l'article 51, c'est-à-dire les dispositifs expérimentaux prévus par la loi de financement pour 2017, qui justement prévoient, là pour le coup, une prise en charge de l'assurance maladie sur des dispositifs d'activité physique adaptée. Donc il y a un certain nombre d'expériences sur les territoires qui sont en train de se mettre en place et sur lesquelles je pense que nous pourrons l'année prochaine partager un certain nombre d'éléments d'évaluation pour voilà, contribuer au débat sur cette prise en charge. En tous les cas, nous sommes de notre côté extrêmement favorables à ce que les différents leviers permettant à la fois de développer l'activité physique au sens large et l'activité physique adaptée dans les cas qui justifient, nous sommes favorables à soutenir ces différents dispositifs. Madame Le Guéron, vous m'interrogez sur la téléconsultation et les télécabines en supermarché. Je vous rejoins bien volontiers sur le fait que je ne suis pas absolument sûr que le supermarché soit la bonne place pour faire une téléconsultation. Voilà.
Après, il n'appartient pas à l'assurance maladie de réguler, cette chose-là. On n'en a pas les pouvoirs. Comme je le disais, il nous semble à la fois qu'un statut des offreurs de téléconsultation, un dialogue territorial aussi et un investissement territorial avec les professionnels de santé sur la téléconsultation. J'étais hier soir dans les Yvelines en discussion avec les médecins porteurs du SAS des Yvelines, qui sont en train de construire des systèmes de plateformes territoriales de téléconsultation qui permettent à la fois de mobiliser de la téléconsultation et aussi dans des conditions de proximité qui garantissent une connaissance du territoire, une connaissance des médecins traitants. Et donc, ça me semble être quelque chose à promouvoir. Et en tous les cas, nous aurons ces discussions là aussi avec les médecins dans le cadre de la convention médicale. Donc, encore une fois, je le redis, l'assurance maladie est favorable au développement de la téléconsultation, mais qui s'inscrivent dans un parcours de soins, qui s'inscrivent dans un cahier des charges de qualité, de transparence, de qualité des prescriptions. Et je pense de ce point de vue-là que l'article de la loi de financement nous permettra de progresser dans ce sens. Très bien. Alors, Nadia Sollogoub, René-Paul Savary, Annick Jacquemet et, je mets mes lunettes, Laurence Cohen. Merci Madame la Présidente. Alors Monsieur le Directeur, j'ai 4 questions. Vous avez évoqué les dépenses Covid, donc 1 milliard d'euros sur vaccins et tests. Je voudrais savoir si la prise en charge des patients atteints de Covid long est prise en charge sur une autre enveloppe ou si c'est devenu totalement en dessous du viseur. Voilà, est-ce que c'est une population quand même dont il faut tenir compte. Est-ce qu'elle est exponentielle ou pas? Après, vous avez parlé d'aide à l'installation. Je voudrais m'assurer qu'il s'agit bien d'aide à la primo-installation, parce qu'on voit dans nos territoires des phénomènes de désinstallation. Et pour rassurer les élus, peut-être qu'il faudrait valoriser la stabilité des soignants plutôt que de valoriser leur déplacement. Quid enfin des patients sans médecin traitant quand vous parlez de parcours de soins? Et j'ai peur que le déremboursement, enfin des arrêts, la non prise en charge des arrêts maladie en téléconsultation, on a quand même, moi je suis élue dans la Nièvre, il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de médecin traitant, qui ne peuvent pas être dans un parcours de soins matériellement, et bien à leur corps défendant. Et enfin, concernant la population des kinés et des infirmières, vous aviez dit que la dynamique était franchement positive puisqu'on en forme de plus en plus de façon claire, mais peut-être qu'il nous serait plus pertinent d'avoir le solde entre ceux qui entrent et ceux qui sortent, parce qu'il y en a aussi de plus en plus qui arrêtent. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Alors, René-Paul Savary. Oui, 3 points, Monsieur le Directeur. Des précisions par rapport à la question de Philippe Mouillet en ce qui concerne les cartes vitales. Et vous dites qu'elles ne circulent pas. Or, on voit directement sur Internet les possibilités d'en acheter. On peut vous donner les prix, d'ailleurs. Et en conséquence, est-ce que ces cartes-là, vous avez la possibilité de les maîtriser ou pas? Deuxième question, pour être un peu plus précis par rapport à votre réponse, par rapport au conventionnement des médecins, la question qu'a posée Corinne Imbert sur le conventionnement sélectif. Est-ce que dans cette nouvelle négociation, vous introduisez le conventionnement sélectif pour les médecins fondé sur des critères pouvant tenir à la densité médicale? Ce qui serait tout à fait nouveau, me semble-t-il. Et troisième question, j'ai sous les yeux une feuille de remboursement de frais d'optique par la mutuelle, enfin une caisse, la Générale d'Optique, en complément du remboursement du régime obligatoire. D'accord? Régime obligatoire, il rembourse sur la monture 0,03 €. Sur les verres, 0,03 € par verre. Alors ça tombe bien, il voulait une paire de lunettes, ce n'était pas un monocle, il serait un peu mieux remboursé. Il n'empêche que, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps quand même d'essayer de clarifier les choses, quoi? Ce n'est pas possible. Vos frais d'instruction, ils sont beaucoup plus chers que les remboursements qui sont accordés. Alors on reste sur le principe que la complémentaire, effectivement, vient dans les frais optiques en complément d'eux. Il faudrait peut-être que on travaille ensemble sur des pistes différentes d'un régime supplémentaire et qui fassent en sorte que nos concitoyens puissent comprendre tout ça, parce que ça les révolte de voir ça, quoi. Hein? Merci.
Véronique Jacquemet. Merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur, j'avais deux questions à vous poser puisque celle sur les actes redondants a déjà été posée. Concernant les aides techniques dans le département du Doubs et peut-être ailleurs, s'est mis en place une filière de récupération et de recyclage d'aides techniques qui sont donc vendues d'occasion. Et on a vu, et on sait tous que notamment les fauteuils sont du matériel qui coûte cher. Qu'en est-il d'un éventuel remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie ou au moins une participation sur ce matériel d'occasion? Est-ce que vous avez mené une réflexion par rapport à ça? Et la deuxième question que j'ai à vous poser émane, en fait, j'ai été contactée par les laboratoires d'analyse biologique de mon département on parle dans l'article 27 du PLFSS de considérablement réduire le prix de leurs actes. Donc, ils sont un peu inquiets par rapport à ça. Tout en étant conscients que pendant la période Covid, ils ont fait énormément de tests et donc qui ont été largement financés. Voilà, ils préféreraient rembourser une partie de cette somme et que leurs actes biologiques de base ne soient pas autant impactés que ce qui est prévu. Voilà, merci pour votre réponse. Et pour terminer, Laurence Cohen. Oui, merci Madame la Présidente, merci, Monsieur le Directeur. Moi, j'ai une question à vous poser parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà été posées. C'est le mérite de passer en dernier. Des syndicats dénoncent, me semble-t-il, à juste titre, Monsieur le Directeur, une proposition de transfert de charges de 150 millions de l'assurance maladie vers les complémentaires santé. Et d'ailleurs, quand je dis 150 millions, si on pense en année pleine, c'est 300 millions. Vous savez mon attachement et l'attachement de mon groupe, le groupe communiste, à la sécurité sociale. Et on a même déposé une proposition de loi avec des financements. Je suis ici, Monsieur le Directeur, à votre gauche. Non, gauche, voilà. Voilà. C'est pas hasard. À gauche toute. Et donc, vous savez, notre attachement à la sécurité sociale. Et d'ailleurs, on a déposé une proposition de loi sur le 100% Sécu avec financement, etc. Donc, je trouve que ce transfert de charges est très dangereux. Et même si je ne partageais pas du tout les positions du ministre Véran, comme je ne partage pas la politique du gouvernement Macron, que ce soit l'ancien ou le nouveau, je trouve que c'est quand même une petite modification concernant les complémentaires santé qui n'avaient pas été effectués auparavant. Donc j'aimerais avoir votre analyse sur la question. Je vous remercie d'avance. Très bien. Monsieur le directeur. Oui. Madame la sénatrice Sollogoub, alors sur l'enveloppe prévisionnelle de dépenses sur le Covid, hein, il ne concerne vraiment que les vaccins et les tests. Les prises en charge des Covid longs, elles sont entre guillemets noyées, voilà, dans les prises en charge normales, ne font l'objet je ne dirais pas de régulation, et très honnêtement font l'objet d'un suivi limité. Si éventuellement le Covid long aboutit à une déclaration en ALD parce que les conditions sont réunies, alors nous pourrons l'identifier plus précisément, mais derrière le Covid long, il y a en été, vous le savez, des pathologies d'intensité et de contenu très très différentes qui rendent les choses difficiles à suivre pour l'assurance maladie, mais en tous les cas, aucun obstacle à la prise en charge de ce Covid long. Et je le redis d'ailleurs aussi, hein, aucun changement et aucun obstacle à la prise en charge des tests et des vaccinations tout au long de l'année 2023. Quand bien même l'enveloppe de 1 milliard d'euros sera éventuellement dépassée, on continuera à prendre en charge des tests et des vaccins. Il ne s'agit évidemment pas d'une enveloppe fermée. Sur les aides à l'installation, alors ça fait partie des sujets sur lesquels on rediscutera avec les médecins, puisqu'il peut y avoir des situations dans lesquelles des aides sont affectées à des installations qui ne sont pas des
des primo-installations, ça peut être une deuxième ou une troisième installation. Le dispositif a été construit comme ça. Il peut quelque part aussi se concevoir quelque part de favoriser, mais je comprends le débat, de favoriser des installations dans des zones très sous-denses par rapport à des zones très surdenses. Si je prenais cet exemple-là, on pourrait imaginer, mais ça fera l'objet d'un point d'étape que nous allons faire avec les médecins dans le cadre de la négociation pour voir comment nous faisons évoluer ces dispositifs. Sur la téléconsultation et les arrêts de travail, on est évidemment extrêmement attentif à maintenir l'accès aux soins et à maintenir l'accès aux arrêts de travail pour les assurés lorsque c'est justifié, et y compris bien sûr dans les déserts médicaux. Je partage tout de même avec vous que sur l'année 2021, il y a eu 13 millions de prescriptions d'arrêt de travail, 13 millions, 600 000 seulement concernent des téléconsultations. Donc ça reste, comme on se le disait pour la consultation, un phénomène extrêmement marginal, et seulement 110 000 concernés par ce dispositif, c'est-à-dire 110 000 téléconsultations prescrites par un médecin qui n'est pas le médecin traitant. Et nous avons regardé très finement les choses, et nous tenons à la disposition de la Commission des affaires sociales des chiffres détaillés. Le taux de recours à la téléconsultation en zone sous-dense n'est pas supérieur à ce qui se passe dans les zones à densité normale. Il est quasiment identique. On est à 3,7 versus 3,8%. On est vraiment, voilà. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que la téléconsultation n'est pas un recours à un problème de densité médicale. Et j'aurais presque envie de vous dire, mettons-nous en 2019, avant la téléconsultation, je crois qu'il y avait... Voilà, ici, il pouvait y avoir un problème, bien sûr des zones en tension médicale. Les assurés bénéficiaient d'un arrêt de travail sans téléconsultation. Je rappelle que la mesure portée par le gouvernement, qui est liée à une proposition de l'assurance maladie, c'est vrai, elle ne change rien à l'accès aux arrêts de travail en présentiel. Vous pouvez aller voir votre médecin traitant, c'est très bien, mais vous pouvez aller voir n'importe quel médecin, n'importe quel, on s'entend, enfin, tout médecin plutôt, ce serait mieux dit, qui pourra vous prescrire un arrêt de travail si votre état est justifié, en ville, à l'hôpital, au médico-social, dans un centre de santé. Donc voilà, et je repartage le chiffre, 13 millions de prescriptions d'arrêt de travail dans notre pays. Je crois que ça traduit le fait qu'on doit y être attentif, mais comment dirais-je, bénéficier d'un arrêt de travail lorsque c'est médicalement justifié, je crois que dans notre pays, ça reste un exercice qui n'est pas trop compliqué. On pourrait, et c'est le sens de la mobilisation de l'assurance maladie, se dire que lorsque nous contrôlons les arrêts de travail et que nous obtenons des taux en moyenne de 15 à 20% d'arrêts de travail injustifiés, je pense qu'on pourrait se dire que le problème est au moins autant, voire plus, sur la justification que sur les difficultés de recours aux arrêts de travail. Mais voilà, je pense que vous m'avez compris. Sur le solde des installations des infirmières libérales et des masseurs-kinésithérapeutes, alors je ne vous donnerai pas le chiffre à la centaine près, en tout cas il est peut-être imprécis, mais l'ordre de grandeur est tout à fait juste. On a un peu plus de 5000, une augmentation de 5000 infirmiers ou infirmières par an en libéral en net, hein, c'est du solde, parce que je rappelle qu'on forme 30 000 infirmières par an dans notre pays, 30 000. Donc c'est un effort considérable. Voilà, donc 5 000 en net. Et s'agissant des masseurs-kinésithérapeutes, on était à 3 700 en net l'année dernière. Donc là aussi, une vraie dynamique en net d'installation, ce qui est positif puisque ce sont des professions dont nous avons évidemment besoin. S'agissant, Monsieur le sénateur Savary, de la carte vitale. Dès lors que nous identifions, et c'est la raison pour laquelle nous avons d'ailleurs demandé et obtenu, avec les autres caisses d'ailleurs de sécurité sociale, des pouvoirs en matière de cyber-enquête, dès lors que nous identifions un trafic de carte vitale ou en tout cas une proposition de vente, alors
nous pourrons demain, avec cet article, agir, puisque aujourd'hui nous devons passer par des officiers de police judiciaire, enfin tout un processus assez lourd, et donc nous pourrons nous mobiliser, et dès lors que nous identifions ce type de trafic, nous pourrons y mettre fin. Je redis aussi à nouveau que chaque année, en tout cas sur la dernière année, nous avons réalisé 1,6 million de contrôles sur la réalité des droits à l'assurance maladie. 1,6 million de contrôles. Donc ce sujet, parle de carte vitale, mais en réalité le sujet c'est est-ce que les gens qui se soignent ont effectivement des droits à l'assurance maladie. Nous avons réalisé 1,6 million de contrôles. C'est une charge extrêmement lourde pour les caisses. Au-delà on parlait des échanges de données, des transferts de fichiers qui permettent de vérifier que la personne travaille bien en France avec nos amis des URSSAF, avec nos amis du ministère de l'Intérieur pour vérifier la régularité du séjour, etc. Une fois que nous avons mené à bien ces échanges automatiques de fichiers, nous réalisons 1,6 million de contrôles individuels. Nous notifions 300 000 fermetures de droits sur cette base-là, parce que c'est 1,6 million ciblé, puisque tout le reste, on l'a vérifié de manière automatique. Donc c'est normal que sur ce ciblage, on ait des fermetures de droits, puisque c'est des gens pour lesquels nos systèmes automatiques d'information ne détectent pas de droits. Mais je le redis, je l'ai dit publiquement il y a encore 15 jours, le montant financier des consommations de soins liées à ces fermetures de droits est limité. Notre estimation, c'est de l'ordre de 70 millions d'euros. 70 millions d'euros, là où les évaluations que nous menons sur d'autres types de fraudes nous montrent des enjeux financiers bien supérieurs. Donc, voilà. Maintenant, la bonne utilisation de la carte vitale, la vérification des droits à l'assurance maladie, c'est des choses qui font partie de notre plan de lutte contre la fraude, avec la même intensité que nous avons sur les assurés, sur les professionnels de santé et sur les entreprises qui fraudent éventuellement. Ça arrive, des fausses entreprises, des fausses arrêts de travail, ça arrive également. Et nous devons être vigilants sur l'ensemble du spectre. Sur le conventionnement sélectif, je ne suis pas sûr que j'ajouterai beaucoup de choses à ce que j'ai déjà évoqué. Je crois que le contexte de tension globale sur la ressource doit nous amener à réfléchir de façon approfondie sur de tels mécanismes. Point 1. Point 2, je crois que le ministre l'a rappelé, et la ministre également d'ailleurs, leur attachement à une responsabilité collective, une mobilisation territoriale, et pour essayer de trouver des solutions. Nous redisons aussi notre conviction, je redis ma conviction que aider les médecins traitants, gagner du temps médical, leur financer en grande partie des assistants médicaux, aider à la coopération avec d'autres professionnels de santé, ça marche, on gagne du temps médical. Et je sais que ce chiffre est mal reçu parfois par nos amis médecins, mais quand je dis qu'en moyenne, un médecin prend en charge à peu près 1000 patients comme médecin traitant, l'expérience assistant médical montre que ça marche, il gagne. Il peut prendre en charge plus de patients sans travailler plus. Il ne s'agit pas de travailler plus, il s'agit de travailler dans des conditions différentes. Et que si demain, on arrive à faire monter cette moyenne, c'est quantitatif, mais le défi, il est aussi quantitatif. Eh bien, si on passe à 1200, on aura, non pas répondu au problème des déserts médicaux, c'est sûr, mais apporté des réponses significatives aux gens qui n'ont pas de médecin traitant. Je dis au passage, d'ailleurs, je me permets de le dire, que dans les 6 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant, il y en a la moitié qui n'en a jamais eu et qui n'en cherche pas et qui n'en a peut-être pas besoin. Donc, par contre, le sujet des 600 000 patients en ALD qui n'ont pas de médecin traitant, c'est évidemment un sujet très important. Sur l'optique, peut-être juste pardon de le dire comme ça, mais ce que vous avez là est tout à fait normal. Tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de la réforme du 100% santé, nous avons construit un système avec les professionnels de santé et avec les organismes complémentaires qui prévoit que l'assurance maladie concentre ses remboursements sur le panier A. Voilà. Donc on est sorti du remboursement sur les tarifs qui ne sont pas maîtrisés, voilà, parce que l'assurance maladie considère que le panier A suffit pour proposer aux assurés des montures et des verres de qualité. Et donc il n'est pas justifié que l'assurance maladie mette de l'argent sur des montures ou des verres pour lesquels on est sur des tarifs différents. La seule raison de ce 1 centime, dont je comprends très bien, monsieur le sénateur, ou 3, qui peut apparaître choquant ou compliqué, c'est un simple sujet de traçabilité. C'est un simple sujet de traçabilité. Si nous n'avons pas ça, nous ne saurons plus rien sur ce qui se passe
sur ce qui n'est pas du panier A. Nous n'aurons aucune information puisque à ce stade, la mise à disposition par les organismes complémentaires des données de santé n'est pas efficace et ne nous permet pas d'appareiller les données de l'assurance maladie obligatoire avec les données complémentaires pour savoir ce qui se passe en termes de prise en charge. Donc si j'ai pas en fait, ce qu'on appelle dans notre jargon un code traceur, et ça arrive souvent en pharmacie, etc. Voilà. Après, je comprends tout à fait que... Voilà. Mais les professionnels, ils ont très bien compris. Non, mais, et donc, comme dans le cahier des charges du 100% santé, ils sont en charge... Mais ils ont une obligation d'explication. Ils ont une obligation d'explication vis-à-vis du patient. Oui. Voilà. Donc voilà. Ah ben mettre de l'argent de l'assurance maladie sur ce type de prise en charge, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc c'est simplement un code traceur. Bah, si vous voulez, oui, ça ne va pas changer grand-chose. Madame Jacquemet. Chut, il nous reste encore 5 minutes. Nous avons échangé en effet avec un certain nombre d'acteurs sur les sujets de recyclage des aides techniques. On sait notamment avec nos amis d'APF France Handicap des démarches sur lesquelles ils s'engagent dans des filières de recyclage. Il faudra que je revienne vers vous pour savoir les conditions dans lesquelles on peut prendre en charge ou pas. C'est des choses sur lesquelles on travaille avec le ministère de la Santé et avec eux, pour voir si c'est en effet, y compris en termes de sobriété et de bon usage, des choses intéressantes, donc sans doute à approfondir. Sur les laboratoires de biologie médicale, d'abord, je pense qu'il est très important de rappeler que ce qui est proposé dans la loi de financement, c'est une négociation. Donc ça n'est pas une décision unilatérale, c'est une négociation que nous avons engagée, puisque nous avons eu beaucoup de contacts avec les biologistes médicaux depuis plusieurs semaines, et nous avons formellement engagé les discussions ce lundi pour essayer de leur proposer un nouveau cadre pluriannuel. Nous sommes extrêmement attentifs au maintien d'un maillage territorial de laboratoires de biologie, extrêmement attentifs à la situation des petits laboratoires voilà, et le maintien de leur activité. C'est le sens de ces discussions. Nous pensons néanmoins qu'au vu de la rentabilité du secteur, quelle que soit la taille des laboratoires, il est possible d'engager des baisses de tarifs dans la durée, de manière partagée avec la profession, avec des garanties qu'on doit leur donner. Et c'est le sens des discussions que nous avons engagées avec eux cette semaine. Oui, Madame la sénatrice, Madame Cohen, sur le transfert de charges. Alors, le gouvernement, en effet, indiqué que dans sa construction de l'ONDAM, il avait retenu un transfert de dépenses vers les organismes complémentaires de 150 millions d'euros, ce qui n'est pas une dépense, ce qui n'est pas un montant anodin, mais ce qui reste quand même d'une portée limitée. Vous connaissez bien le phénomène à l'œuvre depuis maintenant pas mal d'années de concentration de la dépense de santé et d'augmentation des pathologies chroniques, qui fait que le taux de prise en charge de l'assurance maladie obligatoire continue de progresser. Et notamment, parler du médicament, c'est extrêmement fort sur une des dépenses comme Madame la Présidente. Merci à vous.